Bonjour. D'abord, merci pour cette invitation. Les EHPAD sont entrés dans la littérature française contemporaine assez largement et depuis un moment. À mon avis, il y a deux raisons à cela. La première, elle est sociologique et j'ai presque envie de dire anthropologique. L'allongement de la durée de la vie, mais aussi, paradoxalement, les progrès de la médecine, fait que nous mourrons de plus en plus vieux à l'état de légumes. Bien sûr, plus personne n'ose s'exprimer ainsi, même pas les végétariens, mais dans deux romans récents, j'ai trouvé cette image très correctement et simplement exprimée. Dans Livre pour adultes, paru en 2016, l'écrivain Benoît Dutertre parle, je cite, de l'énergie végétative de sa mère atteinte d'Alzheimer. On retrouve la même idée dans un récit qui vient juste de paraître, Anne d'Angleterre de Julia Deck, où il est beaucoup question d'EHPAD et surtout de la recherche d'un EHPAD où logeait sa mère. J'ai vraiment trouvé ce récit très troublant et à la fois très instructif. À 85 ans, la mère de Julia Deck est victime d'un accident cérébral. Voici ce que sa fille raconte. Après un tel accident, elle n'aura pas la force de se remettre debout. Il risque de lui arriver le pire cauchemar de l'imagination populaire. Je le souligne. Devenir un végétal, et un végétal conscient de son état, un végétal pensant. Avec cet adjectif, on songe bien sûr à la célèbre pensée de Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Pendant des siècles, nul n'aurait imaginé que la métaphore du roseau pensant devienne un jour aussi littérale. Chargé de fixer les représentations du réel toujours mouvant et d'accompagner ainsi l'imagination populaire, comme dit Julia Deck, les écrivains doivent raconter cet état dans lequel beaucoup décèdent dorénavant et dont Montaigne, dans ses essais, avait eu la prescience lorsqu'il écrit « Ce que je saurai dorénavant, ce ne sera plus qu'un demi-être, ce ne sera plus moi ». La seconde raison de l'apparition des EHPAD dans la littérature française tient au fait que, face à une propagande médiatique de plus en plus intense et déroutante, la littérature se veut plus que jamais une instance de vérité. C'est ce qu'explique Julia Deck au début de son livre. Jusqu'à présent, elle écrivait de la fiction, elle écrivait des romans. Et là, non. Et elle s'en explique. Depuis quelque temps, écrit-elle, je caresse l'idée d'un récit où je pourrais enfin dire la vérité. Comme si je savais ce qu'est la vérité, ajoute-t-elle. Quand Luc m'a parlé de cette communication, le premier livre auquel j'ai pensé est un roman paru en 2020. Il s'intitule « Le tiers-temps » de Mélis Bestry. Le tiers-temps, c'est le nom de l'établissement dans le 14e arrondissement de Paris où en 1989, c'est pas d'aujourd'hui, 1989, l'écrivain prix Nobel de littérature Samuel Beckett a vécu les 5 derniers mois de sa vie. Alors, Beckett n'était pas un légume, mais il était presque aveugle, atteint d'emphysème, diminué par la maladie de Parkinson, dénutri et privé de sa femme Suzanne, qui venait de mourir. Quand le Nouvel Obs rendra compte de ce beau livre, il titrera « Beckett à l'EHPAD ». Mais c'est faux, comme souvent dans l'Obs d'ailleurs, puisque l'acronyme n'existait pas en 1989. Alors, comment les écrivains, aujourd'hui, décrivent les EHPAD dans leurs romans? Alors évidemment, vous avez le cas de Michel Houellebecq, qui, dans son dernier roman, Anéantir, imagine une opération croquignolesque et rocambolesque où un groupe d'individus exfiltre leurs camarades d'un EHPAD où il subit de la maltraitance. Bon. Mais, en fait, si j'en crois à d'autres livres, je vous rassure, la situation, en tout cas, est beaucoup mieux qu'en 1989 pour Samuel Beckett, parce que je me souviens que dans le livre de Mélis Bestry, à propos de cet établissement du tiers-temps, je ne l'ai pas relu, mais je me souviens d'un détail. Elle parlait d'un jardin avec du faux gazon qui sentait la pisse de vieillard. Mais bon, on était en 1989. Aujourd'hui, c'est bien mieux, et même en 2022, c'est bien mieux qu'en 2012, et je vais vous le prouver.
2012, c'est l'année où, atteinte d'Alzheimer, elle est au dernier stade de la maladie, la mère de Benoît Duterte, donc, a été placée par son mari et ses enfants dans un établissement de fin de vie, donc on est en 2012. Mon ami Benoît ne vivra jamais lui-même l'expérience de l'EHPAD puisqu'il est décédé au début de cet été à 64 ans d'une crise cardiaque. Mais il a raconté l'expérience de sa mère dans un chapitre qui s'intitule « Corian ». Alors, je ne sais pas si on dit Corian ou Coriane, mais en tout cas, c'est avec un K. Corian est une entreprise spécialisée dans la survie, écrit-il, regroupant plus de 200 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je croyais, continue-t-il, avant de venir ici, que les maisons de retraite ressemblaient à de jolis châteaux, à des hôtels de charme, aménagés par le confort de la clientèle, administrés par des équipes dévouées à leur médecin-chef. Mais Benoît Duterte n'est pas un imbécile. Il comprend très bien pourquoi sa mère n'est pas dans un château, comme il s'en explique quelques lignes plus loin. Entourés de vastes parkings, les établissements Corian sont conçus pour une gestion rationnelle et moderne, répondant aux contraintes de sécurité et à la demande des familles. Mais ce qui est important ici, je crois, c'est que dans l'imagination populaire, comme l'écrit Julia Deck, ce thème du château revient sans cesse. Et alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, Julia Deck cherche donc un EHPAD pour sa mère. Eh bien, c'est un véritable château qu'elle va trouver. C'est ce qu'elle raconte. C'est un récit, c'est la vérité. Alors, elle raconte d'ailleurs qu'elle a hésité pour sa mère entre deux EHPAD. L'un, dit-elle, écrit-elle, qu'elle a trouvé aussi beau qu'un musée d'art contemporain, au point que Julia Deck imagine que cet établissement a pu être construit par un grand architecte. Elle a réussi à extirper sa mère des services de gériatrie de l'hôpital, et sa mère, certes diminuée, est donc dans ce château. Elle se déplace plus qu'en fauteuil roulant, elle a une main inerte, et néanmoins, je ne savais même pas que ça existait, donc elle est en fauteuil roulant qu'on peut manier d'une seule main. J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça formidable qu'on ait inventé ça. Et par ailleurs, elle assiste dans cet EHPAD à des conférences et des concerts, parfois avec sa fille. Et lorsque arrive le moment d'applaudir, puisque la mère de Julia Deck a une main inerte, elle tape de sa main valide sur sa main inerte. J'ai trouvé ce moment presque mythologique, pour tout vous dire. Quand nous nous sommes vus, Luc Broussy et moi, il m'a dit quelque chose qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il m'a dit que la génération qui va arriver en EHPAD, aujourd'hui, enfin bientôt, dans les années qui viennent, et la génération, alors Luc, il n'a pas dit des 68 arts, mais il a dit très exactement la génération anti-autoritaire. Tu confirmes, Luc ? Oui, je me souviens en tout cas. Et tu avais l'air de t'en inquiéter un peu. Qu'est-ce que cette génération anti-autoritaire, comment va-t-elle se comporter, comment va-t-elle supporter les EHPAD ? Et ça m'a rappelé une chose, et j'en terminerai là-dessus. C'est que j'ai lu récemment 2 romans français, dans ces dernières années, qui imaginaient tous les deux la même chose. Ce sont les 2 écrivains, une femme et un homme, qui les ont écrits, doivent avoir, sont pas loin d'avoir mon âge, et donc ont des parents qui ont été 68ards. Et ils imaginent que cette génération de parents 68ards, qui devient donc dépendante, avant de devenir précisément dépendants, s'organisent entre eux, forment une espèce de kolkhoz, si vous voulez, pour vivre leur fin de vie, dans ce qu'appelle l'un des 2 écrivains une sorte de communisme amical. Vous voyez, c'est l'autogestion, si vous voulez.
Ils décident, entre eux, des amis, de s'organiser, de se mutualiser presque, pour fonder leur propre établissement de fin de vie. Alors, je voulais juste vous dire que dans le souvenir que je garde de ces deux romans, l'histoire ne se finissait pas bien. Voilà, merci de votre attention.